quand la police passe, si ça fonctionnait, la police, on le saurait, là, il n'y en aurait plus de contraventions qui seraient données. On a des polices depuis qu'il y a des voitures sur les routes. Il y a encore du monde qui font des excès de vitesse. Il y a encore des gens qui viennent pas arrêter au stop, qui mettent pas encore leur ceinture. C'est incroyable. Il y a des gens qui mettent pas encore leur ceinture dans leur voiture aujourd'hui, puis c'est une des causes principales de décès au Québec aujourd'hui, là, dans les accidents graves avec décès en voiture. C'est le non-port de la ceinture qui est là. Fait que de compter sur une réglementation uniquement pour convaincre les gens, on n'y arrivera pas. Bonjour tout le monde, bienvenue à Esthétique sans tabou, le podcast qu'on essaie de parler de la santé et sécurité autrement. Fait qu'aujourd'hui, on est très fiers d'avoir un invité de marque, Jonathan Paris, le directeur principal chez Premier Tech. Il va venir nous parler de la gestion de changement et des défis qu'il y a présentement à son poste de direction. Vous allez voir, Premier Tech, c'est quand même un des très beaux fleurons québécois. Il y en a beaucoup qui connaissent pas encore cette entreprise-là, malgré le fait qu'elle existe depuis plusieurs années. Mais on va prendre le temps d'en discuter. Fait que, je vais avoir avec moi aussi Francis, qui va m'aider à animer. Et puis, fait que là, je vais céder la parole à Jonathan, qui va prendre le temps de se présenter. Bienvenue, Jonathan. Ben bonjour. Bienvenue. Jonathan, chez Premier Tech, on l'a nommé Premier Tech Entreprise, qui est l'entreprise la plus internationale, en fait, des entreprises québécoises. Peu de gens ou pas assez de gens, en fait, connaissent Premier Tech en soi, mais la majorité des gens ont Premier Tech dans leur vie au quotidien sur plusieurs aspects, que ce soit au niveau agriculture avec les produits comme des ProMix et autres produits là, qu'on utilise pour l'agriculture vraiment à la maison. On a aussi une gamme de produits là, au niveau de tout ce qui est pesticides, en fait, les produits Wilson et autres. Fait qu'on a un paquet de produits, mais aussi des produits plus en traitement des eaux comme les EcoFlow. Donc, quand on est hors réseau, en fait, à Aqueduc, on est sur un réseau souvent justement privé avec un système de filtration maison. Donc, c'est un de nos produits forts qu'on a, mais aussi, on est très présent dans les systèmes automatisés. Donc, c'est un peu comme ça aussi qu'on s'est connu, entre autres, chez Intervention Prévention, avec des clients, en fait, qui installent des produits. Fait que bref, un des plus gros joueurs mondiaux, en fait, au niveau des systèmes d'emballage. Donc, fabricants et installateurs, en fait, de systèmes d'emballage. C'est ça, parce que les gens, souvent, ils l'oublient, mais quand ils vont chez Walmart acheter, justement, c'est pas de l'engrais, mais de la tourbe, là, en fait, compte, là, c'est souvent de la marque Premier. Sinon, quand à leur chalet, comme tu disais, pour les systèmes d'épuration des eaux, les systèmes Premier Tech sont très populaires, puis ils entretiennent aussi tous les systèmes des autres marques également. Oui, exact. C'est une spécialité qu'on a développée à travers les années, puis c'est une business qui est en train de tourner vers le service. Donc, c'était beaucoup fabrication, installation de part. Maintenant, on est vraiment dans une optique de dire on fabrique, mais en fait, même plus tôt que ça, on va jusqu'au aller valider le terrain sur lequel on va installer un produit. On va valider le terrain, on va aller offrir l'expertise, en fait, et le choix du produit potentiel d'installation de l'équipement en soi. Jusqu'après ça, l'entretien. Et maintenant, on a aussi on est en train de développer tout ce qui est pompage, en fait. Donc, de dire qu'on a le cycle complet au niveau du système de traitement des eaux. C'est vrai aussi pour le traitement des eaux usées, comme justement tout ce qui est toilette, mais on est aussi beaucoup dans le développement de tout ce qui est système de retenue des eaux avec les grandes crues, avec les pluies impressionnantes qu'on a aujourd'hui. Récupérer toute cette eau de pluie-là pour la réutiliser en fait comme eau grise, mais aussi pour être capable de contenir cette eau-là puis empêcher les inondations comme on voit. On est moins là au Québec, mais tu sais, Premier Tech en fait est dans 28 pays là, donc on est présent beaucoup en Europe entre autres. En Europe, c'est rendu obligatoire maintenant dans les nouvelles constructions de venir mettre des systèmes qui vont retenir les eaux justement des fortes pluies. Fait que ça, c'est un produit qui est fort là, justement au niveau européen, entre autres là, du côté de Premier Tech. Mais toi, Jonathan, en tant que directeur principal de santé et sécurité, tu t'occupes de toutes ces divisions-là au Québec, dans le fond? En fait, mon rôle est vraiment mondial. Donc, on a 5 grands groupes. Là, on a nommé les 3 principaux. On a aussi un groupe dans le digital et on a un groupe qui est dans les sciences de la vie, là, donc qui est basé, lui, en France actuellement, puis qui est en train de développer. En fait, on a un paquet de bactéries qu'on utilise déjà, entre autres, au niveau agricole. Puis notre PTLS, qu'on appelle donc Sciences de la vie, est en train de développer ou d'utiliser en fait ces bactéries-là pour pouvoir arriver avec des propriétés probablement dans le traitement médical. Fait qu'on a, ça c'est très recherche et développement, là, c'est une division qui est relativement récente. Mais bref, mon rôle, moi, il est vraiment mondial. On a parmi ces 5 grands groupes-là, on a 2 groupes qui ont une structure formelle SST, donc vraiment avec un directeur, avec une représentation régionale là, un petit peu partout. Puis les 3 autres groupes qui sont de volume variable, ben là, c'est souvent mon équipe et moi
avec des gens qui sont plus régionaux, en fait, qui vont aider ou assister, en fait, ces équipes. OK. Ouais. Donc, rôle, effectivement, là, qui est vraiment à l'international. Fait que donc, on parlait de défis, ça en est, de s'assurer qu'on va accompagner dans des métiers différents parce qu'on a la panoplie de métiers qu'on a, là, honnêtement. Il y a des métiers que je savais même pas qu'ils existent, qu'on a chez Premier Tech, là, des métiers hyper spécialisés au niveau des ressources naturelles, entre autres. Des gens qui ont à aller dans le bois, qui ont affaire à travailler seuls des longues périodes ou en tout cas avec peu de réseau, on forme nos gens sur entre autres dans certaines régions, sur comment réagir quand on fait face à un ours ou à un animal qui veut nous attaquer. C'est notre réalité. C'est un risque au travail. Oui, c'est un risque majeur pour vrai, là, pour plusieurs de nos gens, dans un environnement avec peu de réseau. Donc, il faut fournir des outils pour ça. Fait on a des métiers très conventionnels, manufacturiers. On a des métiers qui sont très non conventionnels. Puis plus ça va, plus on est une entreprise de service. Donc, vraiment, autant au niveau des systèmes automatisés, d'accompagner le client, de la conception à l'intégration, à la livraison, en fait, de nos systèmes automatisés dans l'usine, le service par après. Puis là, on est aussi tombé dans où ce qu'on fait de la construction en soi. Donc, ça peut être du clé en main. Donc, le client veut se construire une usine, intégrer nos systèmes pour la production, pour l'emballage, jusqu'à la palletisation puis à l'envoi. Donc, on peut être là d'un bout à l'autre. Fait que Premier Tech, c'est une business qui grossit rapidement, des grosses acquisitions aussi, mais qui se tourne vers des valeurs ajoutées qu'on vient donner aux clients parce que il y a beaucoup de compétition, là, on va se dire, là, dans les domaines dans lesquels on est, mais ce qui démarque vraiment Premier Tech, puis ce qui fait aussi que c'est un défi important de plus en plus avec la santé-sécurité, c'est qu'on est chez les clients. Là. Fait qu'on est dans des environnements changeants, on est dans des environnements qu'on contrôle pas. Les systèmes automatisés, oui, c'est plus manufacturier, mais nos techniciens, dans tout ce qui est traitement des eaux, c'est pas compliqué, là, ils se retrouvent chez monsieur, madame, tout le monde, dans un champ, avec des nids de guêpes des fois, avec un chien qui s'en vient, qui n'est pas annoncé, on peut penser à tout ce qui peut se trouver dans un environnement non contrôlé, juste marcher, puis finalement, il y a une fosse qui est là, il y a un paquet de risques qui peuvent être présents. Fait que les défis sont nombreux, mais super intéressants aussi. Et en plus, dans un paquet de régions dans le monde. Fait que c'est des défis qui sont importants. Mais justement, tu parles de mondial. De ton côté, comment tu fais pour, au niveau conformité, niveau réglementation, c'est chacun selon où ils sont ou vous basez quand même vos décisions sur le Québec? En fait, la manière qu'on le fait, c'est tous nos programmes, nos procédures sont basés sur la meilleure pratique. Donc, on établit le minimum en quelque sorte. Là, on a une équipe, en fait, un comité horizontal qu'on appelle, donc moi avec les gens des différents groupes, on va se rencontrer. On va sur une base mensuelle, puis là, c'est là qu'on va développer justement tous les programmes, les procédures, tout ce qui va s'appliquer au niveau global. Puis la manière qu'on fonctionne, c'est on met la meilleure pratique. Et si jamais, parce que ça arrive, il y a des réglementations qui sont même encore plus sévères dans certaines régions que la meilleure pratique. Mais si la meilleure pratique n'est pas suffisante, ben là, on va aller appliquer la réglementation qui est locale. C'est des beaux défis, comme tu dis, beaucoup de gestion, beaucoup de connaissances. Oui, mais tu sais, honnêtement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous aide à faire un screening mondial rapide de ce qui se fait et des meilleures pratiques. T'sais, avant, il fallait chercher, aller s'acheter les normes, faire une recherche intense puis très, très longue et fastidieuse. Aujourd'hui, c'est hyper simple. Là, on fait, sors-nous les meilleures pratiques en termes de cadenassage, mais aussi toute la réglementation. On peut écrire notre programme, la remettre dedans, dire valide-moi, s'il te plaît, qu'on est en respect de l'ensemble de la réglementation mondiale avec ce programme-là. C'est pas la complexité que c'était. La complexité, c'est l'adhésion puis la mise en place. Ça, c'est un réel défi parce qu'on a des endroits où il y a même cadenassé. On a fait des audits, puis on a fait des visites dans les dernières années, puis même dans des pays très industrialisés qu'on pense que c'est normal de faire du cadenassage. Des sites qui sont accompagnés par des consultants externes. On arrive, il n'y a pas de cadenassage, puis ils ne comprennent pas de quoi on parle. Fait que, c'est quand même, c'est ça le défi. Fait que là, après ça, de faire l'analyse, de faire le déploiement de tout ça, puis de le mettre en place, le réel défi est plus là que juste trouver, mettons, la réglementation ou le programme qui va s'appliquer. Mais il y a quand même des pays qui sont assez spéciaux au niveau de la réglementation. Tu sais, au Canada, on est quand même assez
normalement égal pour tout le monde. Là, c'est même qu'il faut le voir. Tandis qu'il y a d'autres pays, quand je lisais la réglementation mondiale, que je n'aimerais pas le pays, je veux pas, mais que électricien, c'était un métier purement masculin, puis c'était réglementé. Là, fait que là, tu te dis, j'arrive dans ce pays-là, puis les valeurs, exemple, de ton entreprise ne reflètent pas ça. Fait que ça doit pas être évident, des fois, dépendamment dans quel pays. Parce que 28 pays, il y a sûrement des pays là-dedans que c'est pas aussi égal que le Canada peut être. Là. Ah ben tu sais, on est aussi beaucoup dans l'agriculture. Un des produits forts qu'on a, oui, c'est la tourbe. C'est ce qui est parti Premier Tech, là, plus de 100 ans. Là, c'était une entreprise qui a été rachetée plus de 60 ans, faite par la famille Bélanger, qui est encore propriétaire. Là. C'est une entreprise qui est privée encore à ce jour. À l'époque, c'était la tourbe, donc la tourbe traditionnelle qu'on trouve dans nos champs nordiques. Aujourd'hui, le produit phare, c'est le coco. Donc, le substrat là, qui va venir faire le traitement des eaux, le traitement mais aussi qui va servir de fertilisant, c'est le coco. Fait que là, de plus en plus, c'est ça. Grosse acquisition de Premier Tech dans les derniers mois, justement, là, pour devenir le plus gros joueur mondial, là, vraiment dans le coco. Là. Donc, on a fait une acquisition qui est importante, basée en Hollande à la base, mais avec eux aussi plus d'une 40aine de sites un peu partout dans le monde. Mais ça reste que c'est des métiers qui, traditionnellement, sont dans des pays, principalement le Sri Lanka, la République dominicaine, donc des pays en Afrique. Donc, c'est des pays où ce que même si on sécurise, on n'arrivera jamais à un niveau occidental. Là. C'est impossible. Ce qu'on voit déjà, c'est comment sécuriser les machines, parce que les machines, souvent, ont été fabriquées là, avec les moyens du bord quand on achète. L'idée, c'était au moins, pour ceux qu'on avait déjà, là, hormis l'acquisition qu'on vient de faire, c'est-à-dire, au moins, on va sécuriser ces équipements-là qui, eux, servent à concasser, puis à traiter, puis à venir faire le travail au niveau de la coco. Fait au moins sécuriser ça. Puis après ça, c'est sûr que la cueillette de coco, en général, ça se fait en montant dans un arbre avec une machette. Fait que comment on va amener ça? On a des moyens de sécuriser. Est-ce qu'on va pouvoir un jour arriver à des standards occidentaux? C'est une autre chose. Mais est-ce qu'on est capable de faire une différence sur les risques critiques réellement, puis rapidement? Ça, oui. Fait que c'est plus ça qu'on vise. On vise pas... on peut pas partir d'une industrie qui essentiellement consiste à monter ou à grimper dans un arbre ou puis pour aller faire de la cueillette ou même à se mettre plus à risque puis à la mettre 100% sécuritaire dans une autre culture du jour au lendemain. On irait de toute façon contre la culture. Là. Les gens là-bas sont pas prêts à l'accueillir. Fait qu'il y a du travail de développement à faire avec eux, mais surtout, on s'assure qu'on a des leaders là-bas qui s'en vont dans la bonne direction puis qui vont les cibler, les risques critiques, puis les adresser. Là. Parfait. Fait que, puis, c'est les challenges présentement qui te préoccupent le plus. C'est quoi, sur quoi que tu travailles plus en détail? On a, en fait, là, notre programme, on a développé là, près de 4 ans. Là, maintenant, on est encore en déploiement, là, mais là, presque 4 ans, on a développé un programme à l'interne qui s'appelle SAFE. La raison qu'on a développé ça, c'est qu'il y a une réalité, comme j'en parlais, qui est un peu différente chez Premier Tech, mais c'est différent partout, on va se dire. Là. C'est pas juste chez Premier Tech, mais il y a une réalité chez Premier Tech de quand les gens embarquent, ça embarque hyper fort. C'est vraiment, là, pour vrai, ça rentre vraiment dans les mœurs. On avait de la difficulté à faire embarquer les gens réellement parce que la SST était vue plus comme un élément, je dirais, obligatoire. On voyait moins la valeur ajoutée, en fait, à la SST. Puis, c'est facile de tomber là-dedans. On va se le dire, là, c'est facile d'appliquer seulement tout ce qui est réglementaire, obligatoire. Fait que l'idée, c'est de dire, on y croit, on veut le faire. Là, c'était pas ça la question. C'est-à-dire, comment qu'on va s'assurer que nos gens comprennent réellement leur rôle, mais aussi ce que la SST va leur apporter. Fait que c'est un peu ça l'enjeu. Fait qu'on a bâti ce programme-là dans lequel, bien entendu, il y a des composantes de conformité réglementaire, d'application de la réglementation. On n'a pas le choix, là, c'est normal, on veut l'avoir aussi. Mais après ça, c'est de dire comment qu'on va s'assurer qu'on vient mesurer, en fait, l'engagement puis l'implication des gens de façon concrète puis à tous les niveaux. Fait que ça c'est la différence. Puis on se dit que pour y arriver, il fallait que nos intervenants puis nos équipiers, là, on appelle les équipiers chez Premier Tech, qu'ils comprennent, en fait, ce que ça va leur apporter. Puis
Puis c'est pas vrai que c'est la même réponse pour tous. Il y en a pour qui, effectivement, de retourner chez soi le soir en un morceau, en santé, à s'en aller vers sa retraite, c'est une excellente raison de le faire. Malheureusement, c'est pas tout le monde que tu vas convaincre avec ça. Il y en a que c'est le volet financier, il y en a que c'est le volet de l'efficacité opérationnelle. Il y a vraiment plusieurs façons de convaincre quelqu'un, en fait, d'embarquer en SST. Fait que ce qu'on voulait faire, c'est de dire, est-ce qu'on est capable d'aller cibler, en fait, ce qui va faire embarquer quelqu'un dans notre programme, en lui faisant comprendre le mieux possible comment il peut contribuer, essentiellement. C'est ça, en 2000, tu sais, quand on a commencé, tout moi là-dedans, parce qu'on a pas mal de la même âge, tu sais, quand on est arrivé, c'était beaucoup contraintes, là, tu sais, on était là-dedans, tu sais, exemple, on le faisait parce qu'on pouvait être poursuivi au criminel, ça venait de commencer, parce que le règlement disait ça, parce que les inspecteurs disaient ça, etc. Fait que, tu sais, avec les années, peut-être que ce côté-là était plus rough à faire appliquer, mais il y en a encore malheureusement probablement qui vont embarquer à cause de ça. Là. Mais ça reste qu'il y en a d'autres qui embarquent aussi. Je regardais surtout chez les plus jeunes, souvent on les critique beaucoup de ce temps-ci, mais quand tu arrives sur les chantiers, souvent les plus jeunes, ils vont mettre leurs gants, ils vont mettre leurs affaires. Fait que ça s'emmène quand même à vendre fraîcheur à ce niveau-là, de dire moi j'ai tout le temps marché de même, puis il n'y a pas eu de problème. Là. Parce que comme tu dis, c'est ça. Je pense qu'on est rendu plus à s'adapter en fonction de l'individu pour réussir à le convaincre qu'ils allaient juste d'une façon. Mais comme Jonathan disait, c'est au niveau de la culture. Les pays actuellement qui connaissent pas le cadenassage, ben, ils sont au stade où nous, on était en 2000. J'ai pas le même âge, moi, mais je me rappelle encore de la pub de la CNSST, le gars qui se faisait écraser là, parce qu'il s'était pas cadenassé, puis il avait l'autre partie, le gars, il s'était cadenassé, puis il se faisait pas écraser. C'est à partir de ce moment-là, je pense que la CNSST avait commencé à parler beaucoup plus de cadenassage. Fait que, aujourd'hui, on n'est plus où ce qu'on était en 2000. Fait que ces pays-là que tu parlais tantôt vont éventuellement être où ce qu'on est aujourd'hui au niveau de cadenassage. Là. Ben, c'est sûr que si tu prends les Allemands, c'est ça, eux autres, ils sont évolués, mais ils croient pas beaucoup au cadenassage. Quand j'ai affaire à des techniciens allemands ou des compagnies allemandes, c'est ça, eux autres, c'est les systèmes qui priment. Là, eux autres, ils se disent l'humain n'est pas supposé être celui qui décide, c'est supposé être le système. Fait que oui, c'est ça dépend. C'est ça. C'est très nord-américain, le cadenassage comme tel. Ben, l'exemple dont je parlais tantôt, c'est en Allemagne. C'est exactement ça. Fait que c'est drôle le hasard, mais ça reste ce que tu disais tantôt. Aujourd'hui, est-ce qu'on est... Tu sais, je pense que les étapes qui ont été franchies d'arriver à si une contrainte, c'est une obligation, c'était nécessaire. Là. On serait pas là, aucun d'entre nous, s'il n'y avait pas eu cette obligation-là, de dire, OK, on vient appliquer des règles, il y a une obligation, puis si tu contreviens à ça, il y a même des risques qui sont au niveau criminel, pénal, qui sont même jusqu'à, pour toi personnellement, pas juste comme entreprise. Ça a changé la donne complètement, puis ça a été nécessaire. Là. C'était vraiment une phase nécessaire. Aujourd'hui, comme tu dis, je pense que de se fier à l'intelligence des gens, de leur faire comprendre pourquoi on le fait, c'est bien plus payant. Là, d'arriver simplement avec la contrainte puis l'obligation. Il y a des gens avec qui on n'a pas le choix de se rendre là, mais la majorité des gens, quand on les implique, quand on fait confiance à leur intelligence, quand on leur demande de s'impliquer concrètement, qu'on leur fait comprendre comment ils peuvent s'impliquer puis avoir un rôle actif, c'est parce qu'on arrête de jouer à la police. T'sais, la police, c'est pas payant. Là. Moi, je suis de ceux qui croient pas à avoir des grosses équipes SST qui sont présentes, qui font des interventions sans arrêt avec les gens sur le terrain. Quand la police passe, si ça fonctionnait, la police, on le saurait, là, il n'y en aurait plus de contraventions qui seraient données. On a des polices depuis qu'il y a des voitures sur les routes. Il y a encore du monde qui font des excès de vitesse. Il y a encore des gens qui viennent pas arrêter au stop, qui mettent pas encore leur ceinture. C'est incroyable. Il y a des gens qui mettent pas encore leur ceinture dans leur voiture aujourd'hui, puis c'est une des causes principales de décès au Québec aujourd'hui. Là, dans les accidents graves avec décès en voiture, c'est le non-port de la ceinture qui est là. Fait que de compter sur une réglementation uniquement pour convaincre les gens, on n'y arrivera pas. Les gens qui comprennent, les conséquences potentielles de ne pas le faire, mais aussi qui comprennent comment ils peuvent contribuer positivement à la chose, tu n'as plus besoin de les reconvaincre une fois qu'ils sont embarqués. Fait que les premières phases sont longues, sont fastidieuses, demandent énormément d'investissement personnel. Là, c'est très, 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 très demandant en termes de temps. Mais une fois que le chemin puis le travail est fait, c'est fait. Tu n'as pas besoin de toujours revenir en arrière. C'est ça qui est intéressant.
Ça, explique-nous, mettons, comment que ça fonctionne. Là, là, en plus, il y a des nouvelles acquisitions. Là, ça peut être en 2 étapes. Là, autant, mettons, qu'est-ce qui est existant versus une nouvelle acquisition. Là, c'est comment que ça fonctionne présentement? Ben, dans le cadre de notre programme, puis c'est assez récent là, qu'on a établi ça, mais de la manière qu'on fonctionne, parce qu'on veut les amener à être dans le programme SAFE. Ça, c'est notre programme interne, comme je vous disais, qui a 2 volets principaux, conformité réglementaire, et après, vraiment, un engagement et une mobilisation concrète et mesurée. Donc, c'est pas juste un ressenti, là. C'est mesuré. Fait que quand on intègre une nouvelle équipe, que ce soit une nouvelle équipe interne, parce qu'on a des nouveaux, entre autres des nouvelles business là, et des nouvelles formes de business. On parlait de construction, c'est une business qui est en croissance là, en Amérique du Nord pour nous. Fait que ça, c'est des nouvelles équipes, soit qu'on intègre, soit qu'on va faire croître de façon importante dans les prochaines années. Donc, quand c'est une équipe comme celle-là, première chose qu'on va faire, c'est on va aller faire une analyse qui est une analyse des risques critiques. Donc, premier bilan là, simple, là, mais de dire voici les risques critiques auxquels vous faites face, qu'on va adresser rapidement puis qu'on va s'assurer de mettre des mesures de contrôle. On ne fait pas un audit en partant. Pourquoi? Parce que de faire un audit qui dit tu viens de commencer, on commence à travailler avec toi, tu as 0,5%. C'est pas très c'est pas super encourageant, mais aussi tu pars avec quoi? Là? On se retrouve avec des équipes qui regardent leur bilan et qui se disent écoute, on fait quoi là, aujourd'hui? On a ben trop de stock. Fait en ciblant les risques critiques, on s'assure, de vraiment travailler ce qui va blesser gravement dans un délai rapide. Une fois qu'on a fait ça, en même temps, on a commencé à établir les bases de certains programmes. Là, quand on parle de cadenassage, de sécurité machine, de travail en hauteur. Donc, on vient vraiment travailler ces éléments-là, ces risques critiques. Ça met les bases pour la deuxième phase, qui est de dire on fait réellement un audit. Donc, audit, plan d'action, mise en place de mesures correctives. Une fois qu'on a fait ça, ben là, on les embarque vraiment. Prochaine étape, on les embarque dans notre programme SAFE. Le programme SAFE, la différence, c'est qu'on vient vraiment faire ce qu'on appelle des ateliers de mobilisation. L'atelier de mobilisation, on a commencé à travailler ça. À l'époque, Cascade avait fait un produit qui était intéressant. Là, on a commencé à le travailler avec eux autres initialement. On l'a beaucoup fait évoluer, puis on se l'est approprié. Mais l'idée en arrière de ça, c'était de dire, on est-tu capable de chiffrer concrètement pour un site, là, vraiment pour une équipe locale, leur niveau d'engagement à SST sur des sujets concrets. Donc, que ce soit la réalisation du plan d'action. Fait qu'on n'est pas... La différence, c'est qu'on n'est pas dans la conformité parce que tu peux avoir un résultat qui fait du sens en termes d'audit. Donc, de dire, OK, oui, en termes de conformité, il existe mon programme, et c'est mon programme de cadenassage. On a un cadenassage. Mon programme de cadenassage existe, les fiches sont là, tout semble fonctionner. On fait des analyses d'application, ça va. Par contre, on réalise que est-ce que les gens y croient puis ils le font parce qu'ils sont obligés? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi ils le font? C'est une autre histoire. T'sais. Fait on vient dans les ateliers faire une évaluation de la perception en fait des gens puis de la compréhension de pourquoi ils font de la SST. Fait qu'on arrive avec ça. C'est un atelier qui dure une journée complète avec un mélange assez représentatif de tous les métiers, corps de métier, jour, soir, nuit, avec quelques gestionnaires aussi du site. Puis on passe une journée complète à parler avec eux. En fait, on arrive à des consensus pour chacune des questions qu'on pose et chacun des grands sujets qu'on pose pour être sûr qu'il y a une compréhension commune de « OK, c'est là qu'on en est ». C'est des journées vraiment difficiles, pour vrai, parce que le premier... le SAFE, c'est aussi un acronyme là, qui vient dire sécuriser, agir, faciliter et engager. Donc, on vient mesurer à quel niveau tu te situes sur chacun des grands enjeux. Puis ça reste qu'il y a des discussions qui arrivent au courant de la journée où des fois un gestionnaire est hyper réaliste par rapport à sa prise en charge ou des fois il est même hyper critique sur sa prise en charge. Des fois, c'est l'inverse. Fait que là, on se challenge là, toute la journée. C'est tout le monde a à voter, en quelque sorte, sur le niveau sur lequel il considère qu'on est, disons, sur la réalisation du plan d'action. Fait que là, t'as un gestionnaire qui peut arriver et qui se trouve pas très bon, puis t'as des équipiers qui sont comme non, tu fais plutôt bien là-dessus, mais l'inverse est aussi vrai. Fait que c'est très, très confrontant. C'est un cours 101 de SST là, en une journée, mais c'est aussi une initiative qui amène des discussions incroyables là, sur qu'est-ce qui fait qu'on bloque,
concrètement en termes d'individus, puis en termes de prise en charge, puis de mobilisation pour nos intervenants sur le site. Fait après ça, on est capable d'avoir non seulement un bilan des risques critiques, un audit, un plan d'action, on est capable de comprendre concrètement ce qui fait que parfois, là, il y a des projets qui bloquent, il y a des projets qui n'avancent pas à la vitesse qu'on voudrait parce qu'au niveau comportement, au niveau compréhension, au niveau prise en charge, que ce soit par le gestionnaire, que ce soit par le comité SST, que ce soit par l'ensemble des équipiers sur le terrain, il y a un élément qui est manquant ou il y a un élément qu'il faut qu'on travaille. Fait qu'en travaillant parallèlement le comportement et la conformité, on accélère le processus, là, mais de façon majeure, mais aussi on s'assure que ça va durer. Tu sais. Non, c'est ça, mais mettons, comment tu fais pour différencier quelqu'un? Parce que souvent, quand tu arrives dans ces rencontres-là, il y en a beaucoup, un peu comme les tests psychométriques ou ce genre de tests-là, c'est que la personne, elle veut mettre la bonne réponse. Tu sais. Ouais. Tu comprends? Fait que là, mettons, l'équipe, ils se briefent la veille, puis ils se disent, le gestionnaire avec son équipe, il dit là, demain, on veut pas avoir de trouble avec le corpo. Vous êtes le corpo, en fin de compte. Ouais. Puis là, en fin de compte, on va se donner une ligne directrice, tout le monde, puis on s'enligne là-dessus. T'sais. Comment tu fais pour savoir que ça arrive? C'est-tu assez confrontant pour que ça ressorte pareil? Ou? Ben, c'est sûr que ça prend... Tout le monde ne peut pas animer un atelier comme celui-là. Ça prend un minimum d'expérience, mais aussi une capacité à lire dans les participants. Mais honnêtement, je te dirais pas qu'il y en a qui se sont essayés puis ça n'a pas fonctionné. On y va par consensus. Donc, quand on vote, là, juste pour vous donner une idée, quand on dit, OK, à quel niveau vous pensez que vous êtes sur cet élément-là précis en termes d'aujourd'hui, bien, il y a un vote qui se fait avec des couleurs. Donc, du plus faible jusqu'au plus élevé. Puis, ils n'ont pas le droit de se consulter. C'est 3, 2, 1, les gens votent. Fait que là, les couleurs sortent. Okay. Puis là, on va tout le temps à un gestionnaire est le dernier à avoir le droit de parler. C'est tout le temps, ça c'est clair, on le met au clair dès le départ. Ça va toujours être les équipes qui vont parler, tu parles en dernier. Fait que ça va. Puis la plupart, de toute façon, sont vraiment d'accord avec ça parce qu'ils se disent, je veux pas influencer. La plupart, honnêtement, les gestionnaires veulent avoir leur bilan réel, là, on va se dire. Là. Ils veulent savoir comment les employés pensent. Là, oui, exact. Puis même comment eux peuvent mieux contribuer. Mais quand quelqu'un essaye, honnêtement, ça ressort tout de suite parce que justement, c'est pas vrai que 100%, même si un gestionnaire disait à tout le monde, hey, tu vas arrêter. Il y en a un dans la gang qui va... Ben non, il y en a un qui va justement en profiter pour ressortir tout ce qu'il y a sur le cœur depuis les 25 dernières années. Là. Fait que ça ressort toujours. Puis de toute façon, quand il s'évalue trop haut, parce que le premier atelier qu'on fait, il y a des éléments sur lesquels ils se voient trop bas, alors qu'ils sont plus en contrôle qu'ils pensent. Puis il y a des éléments sur lesquels ils se pensent beaucoup plus fort qu'ils sont. Fait que là, on leur demande des exemples concrets. Okay. C'est relativement simple. Tu sais, faut se connaître. Puis... Ben oui, c'est ça. Ben, explique-moi comment vous l'avez fait, puis qui a été impliqué là-dedans. Là, ils nous arrivent, puis ils sont comme, ben, je suis pas capable d'arriver avec un exemple. Mais si t'as pas d'exemple, ça n'existe pas. Fait que, tu sais, on mène cette discussion-là qui est vraiment basée sur explique-moi de façon concrète comment vous le réalisez. Fait que c'est assez simple, puis c'est assez rapide. C'est vraiment un beau programme. Je trouve vraiment que les ateliers que vous faites, c'est vraiment... Ça permet de faire la différence entre être conforme et être sécuritaire, tu sais, parce que comme tu disais, être conforme, c'est une chose, mais de l'appliquer, puis tu sais, puis là, au moins, ça leur fait comprendre que, puis tu sais, ils se challengent eux-mêmes à travers ces ateliers-là, c'est vraiment cool. Ben, tu l'as vraiment bien nommé. En fait, c'est entre être conforme et sécuritaire, c'est, tu sais, pour moi, là, être conforme, là, c'est pas être sécuritaire. Là. Tu peux cocher toutes les cases. On a des sites là, qui sont certifiés ISO, qui atteignent tous les bons niveaux d'audit. Puis quand on fait un atelier, puis qu'on les mesure, parce qu'il y a différents éléments sur lesquels on mesure dans le programme SAFE. Là. Il n'y a pas juste l'audit puis l'atelier qui tombent relativement bas dans la note, qui fait qu'ils paraissent bien. Ils ont toutes les bonnes notes en termes de documentation. Puis quand ils arrivent dans le programme, ben, sont des fois au niveau le plus bas ou le niveau juste après le niveau le plus bas, parce qu'il reste beaucoup de travail à faire en termes d'appropriation. Mais c'est ça, tu réponds à toutes mes questions sans que je les pose, parce que c'est ça, je me demandais comment tu fais pour qu'un audit, ça soit pas juste une checklist, tu sais, puis avec ton cas que tu nous présentes là, c'est exactement ça. C'est pas juste d'aller sur le terrain puis justement faire peur à la nouvelle acquisition, de dire, ben, t'es pas bon dans ça, t'es pas bon dans ça. C'est comme, on va s'asseoir ensemble, on va faire des ateliers puis on va se challenger. Fait qu'eux-mêmes arrivent à la conclusion qu'il y a peut-être de l'amélioration à faire. Oui, puis on veut à tout prix, honnêtement, éviter d'être la police puis d'arriver comme le gros méchant. C'est honnêtement, pour moi, en tout cas, moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Je trouve ça d'une inefficacité absolue parce qu'après ça,
tout est caché. C'est un peu comme on a vu souvent les modèles qui étaient basés juste sur le nombre d'accidents, puis le TRIR ou le nombre taux de jours sans d'enregistrable, accident. C'est épouvantable. Tout ce que tu fais, c'est d'empêcher. Tu déclares pas. Ben c'est ça, tu amènes les gens à sous-déclarer. Ouais. Ça amène une culture de... On a 3-4 bonnes années, mais à un moment donné, on a des accidents qui sont hyper critiques puis graves parce qu'on on a omis de déclarer parce que ça avait un impact majeur sur mon bonus. Exact. Coudonc. Non, mais moi, j'avais été témoin d'un cas en entreprise que le surnom du travailleur s'appelait maintenant Reset. Parce que le travailleur, c'est ça, on rit parce que c'est drôle, mais d'autre côté, pour le gars, c'était pas si drôle. Non. Parce que l'affaire qui est arrivée, c'est que lui, ça faisait 5 ans qu'il n'y a pas d'accident. Puis à toutes les années, ça augmentait, le bonus augmentait pour tout le monde. Puis au bout de 5 ans, c'est lui qui a eu l'accident. Fait que tout le monde était tellement fâché qu'ils l'ont tout appelé Reset. Fait que son surnom, c'était rendu Reset. Fait que tu sais, c'est quand même, comme tu dis, il y a certains indicateurs. Tu sais, j'ai tout le temps qu'il y a une conséquence à un acte. T'sais. Fait qu'en réalité, quand tu mets, mettons, un critère de performance d'autre chose, ça va emmener quelque chose. Tu sais, c'est ce bout-là aussi qu'il faut que tu contrôles. Là. Absolument. Fait que c'est quoi, mettons, les indicateurs de performance que, mettons, ça pourrait être autant que les travailleurs ils veulent savoir, que ça peut être la haute direction. Mettons, tu arrives demain matin devant un conseiller d'administration, mettons, de premier tech, qui veulent savoir quoi, mettons. Mais tu sais, le niveau d'indicateurs de performance, à mon sens, doit aussi varier avec le rôle. Fait que c'est sûr que notre conseil d'administration, quand je suis arrivé, c'était principalement les accidents enregistrables. On regardait dans le miroir. Là, ce qui est correct, là, on les a encore, là, les éléments, ou en tout cas les indicateurs de performance qui sont plus lagging. Là, c'est correct, là, on voit les résultats pareils puis l'amélioration qu'on fait avec tous nos programmes. La réalité, c'est que ce qu'on veut qu'ils regardent aujourd'hui, c'est justement, nos ateliers, la progression des ateliers. Donc, ce qu'on montre avec le résultat, parce qu'on a un résultat qui est probant, là, qui est vraiment un graphique qui vient dire voici où tu te situes, puis quels sont les éléments forts et les éléments moins forts, en fait, de chacun des cadrans. Puis on a aussi un atelier qui est similaire pour nos équipes leadership, en fait. Donc, ça, c'est quoi qu'on a introduit, de dire, oui, on a pour les sites, pour les équipes terrain ou les équipes qui sont vraiment opérationnelles, mais on a un équivalent qui est pas les mêmes composantes. On s'entend, le rôle est différent, mais pour nos équipes leadership, là, donc nos VP, nos présidents de chacun des groupes, pour être sûr qu'eux aussi comprennent leur rôle, puis sont capables de l'appliquer dans le quotidien, mais comprennent leur rôle, mais les impacts qu'ils ont potentiellement aussi. Tu sais, un VP vente qui double les ventes, c'est magique, là, c'est formidable. Est-ce qu'il va avoir un impact sur les opérations? De toute évidence. Est-ce qu'il peut déjà, au moment où il y a des leads qui s'en viennent en termes de vente, parler avec ses équipes opérationnelles pour s'assurer qu'on a la capacité de livraison, mais qu'on n'aura pas aussi d'accidents qui vont venir d'un stress qui est relié à cette surproduction-là? Même chose pour un VP Finance qui est en train de prendre une décision ou une priorisation sur les projets. Ben, est-ce qu'il comprend la réalité du projet SST puis de l'impact qu'il va avoir, oui, sur le taux en termes d'événements, mais surtout sur la sécurisation de nos gens, puis même souvent sur l'opération, donc sur l'efficacité opérationnelle qu'on va gagner de faire tout ça. Fait qu'on vient expliquer un peu tout ça, puis on vient les aider à mieux comprendre. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on regarde comme indicateur? Moi, le défi qu'on avait, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme indicateur proactif qui va donner une bonne idée de est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction. L'atelier, c'est le meilleur des mondes parce qu'on passe vraiment une journée complète à mesurer. Mais une fois que ça c'est fait, tu sais, même des indicateurs qui existent déjà, qu'on utilise des fois pas de la bonne façon, à mon sens, il y a une différence entre oui, j'ai atteint mon objectif de formation. Donc, tous mes gens ont été formés à l'accueil, ont reçu par après les autres formations qu'ils avaient besoin. Puis, j'ai des gens compétents. Et ça, c'est un défi, là, mais l'acquisition de compétences, pour moi, c'est complètement différent que d'être formé. On essaye de voir comment on peut rendre nos gens compétents et pas juste les rendre formés. Ça, c'est un élément qu'on essaye de développer de plus en plus. Parce que c'est un enjeu, en mon sens. Le nombre de fois que tu parles à quelqu'un qui dit « oui, j'ai été formé là-dessus », tu lui demandes de t'expliquer concrètement ce que ça veut dire, puis qu'il n'a aucune idée, là, même pas un centime de capacité de t'expliquer ce qui se passe, ce qu'il est en train de faire. Fait que comment qu'on va venir à mesurer le gain en termes de compétences de nos gens et non pas juste en termes de formation. Ça, c'est des enjeux sur lesquels on veut travailler de façon concrète, mais c'est plus une façon de former les gens puis d'évaluer leurs compétences par après. Là.
Donc, est-ce qu'on a, oui, livré la formation, mais après ça aussi mis un processus d'évaluation de compétences en place, puis est-ce qu'on suit ce processus d'évaluation de compétences-là? Fait que c'est des indicateurs, tu sais, dans nos indicateurs, ça naît, mais on juste même à quel point on vient enquêter puis mettre des mesures correctives en place dans les délais qu'on avait fixés, ça naît des indicateurs proactifs qu'on veut suivre. Ça a un impact réel. Est-ce qu'on a des passés proches puis des événements mineurs qu'on enquête, qu'on détermine la cause fondamentale puis qu'on vient mettre concrètement une mesure qui va être efficace? Ça a pas mal plus d'impact faire ça que de suivre un taux d'accident enregistrable, par exemple. Non, c'est ça. Puis, au niveau, mais mettons, si on revient, mettons, l'usine existante, là, le principe, c'est que vous mettez vos procédures en place, vous dites à l'usine de les appliquer, puis après ça, vous le ramassez à un moment donné à les auditer, puis après l'audit principal, là, vous allez en atelier avec eux autres. Là. Ça passe pas mal ça le pattern. C'est pas mal ça le pattern. La nouvelle usine, mettons, vous venez d'acquérir, c'est-tu sensiblement les mêmes étapes qui vont être appliquées pour eux autres? Ben, la différence, puis pour te donner une idée, le programme SAFE qu'on a, c'est pas un programme dans lequel on a un plan d'action qui est livré corporativement ou globalement. C'est vraiment, l'idée, c'est un site ou un plan. Fait que ça aussi, c'est demandant, mais c'est beaucoup plus concret. Fait qu'on n'arrive pas à dire, cette année, on fait le cadenassage, puis on met les lunettes de protection obligatoires partout. Puis après ça va selon la réalité du site. Mais les tâches changeaient aussi d'une place à l'autre. Là. On parlait d'ours au début. C'est pas tout le monde. Non. Ça prend du monde qui court vite. On s'attend qu'aux ours cette année. Non, exact. Non, mais ça reste que le nombre de fois que moi que j'ai été en entreprise, puis qu'on arrivait avec, il y avait un programme corporatif qui était lancé cette année, là. Puis là, voici ce qu'on va faire au courant de l'année. Toi, tu es dans une usine que ça s'applique pas du tout. Oui. Puis là, tu te fais former, puis tu te fais, tu sais, il y a des efforts qui sont mis qui servent absolument à rien, alors que ton risque principal que tu vois puis qui te saute aux yeux quotidiennement, lui, il y a personne qui en parle parce que c'est pas le programme corporatif de l'année. Fait que c'est ce qu'on veut vraiment éviter, là, c'est un site ou une équipe a une réalité, son plan d'action est basé là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un atelier qui est juste pour lui, c'est pour ça qu'il y a un audit qui est juste pour lui, donc son plan d'action est basé de façon vraiment concrète. Fait que quand tu dis l'acquisition, puis les nouveaux sites, nouvelles équipes qui arrivent, comment qu'on les fait, ben c'est exactement comme ça. Donc, on fait leur analyse. C'est sûr qu'il y a des acquisitions qu'on fait qui, tu sais, ils ont déjà des bons backgrounds SST. Là. Il y en a, il y a des entreprises qui sont déjà très proactives, qui ont des choses qui sont faites. Fait que la première chose, c'est de faire un bilan, là, essentiellement, de dire est-ce qu'ils ont des choses, est-ce qu'ils ont contrôlé leurs risques critiques, est-ce qu'ils ont déjà des programmes qui s'appliquent. Honnêtement, s'ils ont des programmes qui s'appliquent, qui sont pas pareils aux notes, puis que ça fonctionne, c'est pas là qu'on va miser là, initialement. On va les laisser aller, puis on se rattrapera avec le temps pour les ramener à s'assurer qu'on a les mêmes standards, là, mais c'est pas là qu'on va mettre les efforts. Fait qu'on va aller mettre les efforts. Si, mettons, on arrive puis que ce nouveau site-là, cette nouvelle entreprise-là qu'on acquiert a déjà des bases qui sont solides, mais on va plutôt mettre nos efforts sur OK, on va aller plus vite à l'atelier peut-être dans ce cas-là, parce que l'atelier arrive pas juste comme ça. Il arrive avec une première formation d'explication de notre programme qui est SAFE. Après ça, ce qu'on vient faire quelques mois plus tard, on vient faire un atelier rôle et responsabilité pour nos gestionnaires. Fait que là, on leur explique comment ça fonctionne. L'atelier, lui, arrive 6 mois plus tard à peu près. Donc, on leur explique SAFE, on leur explique leur rôle et responsabilité, on leur donne la chance de mettre les deux en pratique un peu. Puis là, après ça, on vient faire l'atelier pour pas leur arriver non plus juste comme ça. Puis finalement, tout est mauvais parce qu'ils n'ont pas eu la chance de comprendre puis d'appliquer ce qu'on leur demande. Donc, les étapes sont vraiment celles-là. Là. On a un cheminement qu'on fait avant de faire l'atelier. On a un acheminement qu'on fait aussi après l'atelier. Parce qu'un des enjeux, c'est qu'on vient mesurer est-ce que les équipes sont engagées et mobilisées. Donc, l'idée, c'est aussi de leur fournir des outils pour qu'ils puissent se prendre en main. Fait qu'on leur fait un rapport qui est très simple. Là. On veut travailler 2 à 3 éléments maximum sur une période de 2 ans. Parce qu'on n'a pas expliqué que c'est aux 2 ans, là, l'atelier, là, essentiellement. Donc, une année, on fait un audit. L'autre année, on fait l'atelier. Donc, on veut leur donner une période de temps pour être capable de travailler ces éléments-là. Puis, tu sais, quand on est dans le comportemental, puis dans la mobilisation, puis l'engagement, penser que ça va se faire rapidement, c'est un peu utopique. Là. Fait qu'on veut qu'il y ait le temps
de développer des processus à leur façon. Fait qu'on ne veut pas leur imposer non plus. C'est pas le corpo qui leur dit voici les étapes que vous allez faire puis le plan d'action que vous allez mettre en place. On leur fait des suggestions. Puis après ça, basé sur cet atelier-là qu'ils ont vu, la même équipe, en fait, qui a fait l'atelier, va se bâtir un plan d'action, puis il va être responsable de le livrer. Mais j'imagine, excuse Pascal, j'imagine qu'il y a certains risques critiques chez Premier Tech que là, il n'y a pas de... Vous les laissez pas le temps de réfléchir, là. Ouais, non, ben, t'as raison que, tu sais, là, on est, quand on fait l'atelier, on est beaucoup, effectivement, dans l'application des règles, là, dans le quotidien, avec un certain niveau de maturité, là. C'est pour ça qu'on a fait risque critique en théorie, contrôle des risques critiques, après ça, audit, mise en place, puis après ça, atelier. Tu sais, l'atelier est très complémentaire puis accélère. Ça reste que, tu sais, faire un atelier alors qu'on aurait 12 risques critiques qui risquent de blesser gravement quelqu'un, on aurait l'air d'une gang de clowns, on va se le dire franchement, là, ça serait comme on va revenir en arrière. Cela dit, on a fait dans la dernière année, on a aussi fait un atelier dans un site où ce que l'équipe de gestion était tellement forte, honnêtement, puis tellement se préoccupait vraiment de son monde. Là. Est-ce qu'il y avait des processus de contrôle en place? Honnêtement, non. Mais il était tellement orienté sur on prend soin de notre monde et on les laisse pas se mettre à risque que même sans programme, c'est extraordinaire là, ce qu'ils font. Là. Les résultats sont là parce que ils laisseront pas un collègue se mettre à risque. Là, après ça, on a réalisé qu'est-ce qu'ils ont une bonne compréhension de tous les risques et leur niveau de risque? Non. Fait que là, on travaille ça. Mais ça reste quand même une équipe qui est forte, qui est liée puis qui prend soin l'un de l'autre, même sans programme, peut avoir des résultats qui sont quand même comme on disait étonnants. Tantôt, conforme ou sécuritaire, c'est deux choses différentes. Exact. Fait que là, eux sont pas conformes, mais au moins, ils prennent soin de leur monde puis ils sont quand même conscients des risques puis ils les attaquent. Là, Absolument. Puis c'est ça, c'est parce qu'on voit souvent les corpos, mettons, ils partent l'année puis ils ont quand même beaucoup d'usines puis ils ont comme une ligne directrice. Ils disent, là, cette année, on s'attaque, je sais pas, aux études Arc Flash ou on s'attaque au Canada ou à ce passe-là, etc. Puis là, ils s'attendent que tous les sites, malgré le fait qu'ils ont fait des acquisitions, tous les sites se conforment. Mais c'est vraiment difficile parce que c'est ça, j'ai vu à toutes les fois, ça fait tout le temps que tu as des gros écarts entre les sites. Ça fait en sorte que c'est peut-être décourageant. En tout cas, c'est le pressentiment que j'avais. Fait que, comme tu dis, c'est plus comme la CNSST s'en va avec le problème de prévention présentement par usine, comme l'Ontario l'est depuis longtemps. Tu sais, de dire, OK, c'est à l'usine à déposer, c'est quoi son plan de match? Est-ce que le plan de match va avec les lignes directrices? Puis ensuite, on le suit. Fait que c'est ça chez Premier Tech, en réalité, que vous appliquez. Là, tu sais, l'encadrement là, général, global, corporatif, de dire c'est quoi le minimum, le standard qu'on va avoir dans notre usine, ça, on va le développer. Mais est-ce que la réalité, c'est que c'est nécessairement ce programme-là qui est ta priorité pour cette année? Ben non. Justement, une acquisition là, qui part de loin, qui a tout à faire, qui arrive puis qui se demandait effectivement l'étude Arc Flash, alors que essentiellement, c'est une tourbière, là, puis c'est un bureau. Tout ce qu'il y a, c'est un bureau qui ressemble quasiment à une roulotte là, bien aménagée là, dans le fond d'un champ. Son étude Arc Flash va prendre 30 secondes à faire. Là. C'est un panneau, des fois branché sur une génératrice. C'est pas, ça fait aucun sens. Là. Fait que c'est ce qu'on veut. Par contre, eux, ça se peut qu'il y ait des risques qui sont importants. Ils sont en train d'ouvrir un nouveau site. Ils se retrouvent dans une zone qui est justement qui est à défricher, qu'après ça, on va drainer. Qu'il y a des travaux majeurs qui vont être à mettre en place pour lesquels l'étude Arc Flash les aidera pas, ni aujourd'hui, ni demain, peut-être dans 20 ans. Là, fait qu'on veut vraiment s'assurer. Puis ça décourage, là, on va se dire. Tu es directeur d'une usine, puis tu te fais demander de mettre un programme corporatif qui te demande temps et ressources puis énergie, qui a peu ou pas d'impact, mais en même temps qu'on te demande de, mais là, on veut que tu atteignes les objectifs corporatifs en termes de réduction d'accidents. Puis là, tu fais, ben, je voudrais bien, là, mais les programmes qui ont un impact sur mon monde puis qui les blessent, c'est pas ça les priorités actuellement. Fait en tout cas, en mon sens, ça a un impact quand même majeur sur les gestionnaires puis sur leur sur leur engagement. Là, parce que là, ils croient pas, puis c'est ça, en partant, on part négativement. Ouais. Exact. T'avais-tu un autre exemple, un exemple que tu as eu dernièrement là, qui t'a fait penser, là, on nommera pas le site, mais y a-tu un exemple qui a été plus difficile ou plus facile à cause de justement de votre façon de fonctionner? Ben, en fait, ce qu'on voit, puis les conclusions auxquelles on arrive, là, c'est les plans d'action, bien que souvent il y en ait un, est-ce qu'il adresse réellement, quand on arrive, là, souvent qu'on fait nos évaluations, est-ce que le plan d'action va réellement adresser les risques réels et concrets du site?
c'est souvent discutable. Le plan d'action est souvent bâti de 22, 23, 24 actions, là, un nombre incroyable là, qui n'est pas réalisable dans une année et peu ou mal communiqué. Fait que là, on arrive avec un plan qui adresse plus ou moins les enjeux. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui est adressé ou amené par les équipiers sur le terrain, c'est des éléments qui sont plus de confort puis qui sont qui les gênent. Ça veut pas dire qu'il faut pas les adresser, cela dit. Mais quand on est dans une période d'adresser des risques majeurs et critiques, souvent, ces éléments-là sont superflus, mais se retrouvent dans le plan d'action. Puis puisqu'ils sont dans le plan d'action, puis qu'ils sont souvent faciles à régler, ben on priorise ça. C'est facile, c'est simple, c'est pas coûteux. On met ça en place. Fait que nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener à quelques éléments, là. 5-6 éléments maximum dans une année qui vont avoir un impact, mais surtout qu'on va communiquer aux gens. Quand on fait nos ateliers la première fois, souvent les équipiers sur le terrain, puis on dit équipiers sur le terrain, là, mais même les superviseurs, souvent, assez régulièrement, le directeur de site puis son bras droit sont bien au courant du plan d'action. Puis ça s'arrête là. Ce qui a été bien communiqué, est-ce que le rôle de chacun a été compris, même pour tout le monde sur le terrain? Honnêtement, là, c'est rare. Là. C'est relativement rare dans notre première évaluation. Puis justement, ceux qu'on voit, quand on arrive, puis que le gestionnaire, déjà de base, là, il bâtit les plans, il implique son équipe dans la détermination des objectifs simples, mais réalisables, puis que tout le monde comprend, l'accélération de la mise en place du plan d'action est absolument fascinante. Fait que ça, c'est un des éléments concrets qu'on attaque dans l'atelier. Un plan d'action qui est dans la tête de quelqu'un ou qui est sur l'ordinateur de quelqu'un, qui n'est pas communiqué, c'est pas de plan d'action, là. C'est faire à croire qu'on a un plan d'action. Il faut que ce plan-là soit communiqué, affiché. On est en train de même... Il y a un de nos groupes qui fait de quoi super bien là, dans l'affichage de ces plans d'action. Là. On est en train de regarder pour essayer de répandre ça un peu partout. Mais quand tu rentres, là, ton plan d'action annuel, il est là, il est écrit concrètement. C'est ça qu'on va faire dans l'année. Fait que c'est dur après ça, quand on en parle avec les équipiers... ceux qui sont intéressés et qui ne voient pas d'impact à l'année vont questionner. Tu n'as pas dit qu'on faisait ça cette année. T'sais. Même ton comité SST va clairement suivre ça puis va mettre de l'emphase là-dessus. Puis au contraire, en fait, ceux qui n'ont pas de l'intérêt ou qui sont moins habitués, disons, de s'impliquer en SST, ils voient ce qui s'en vient. Ça les prépare tranquillement. Bon, c'est là qu'on s'en va. On prépare le terrain, on défriche tranquillement. Fait que, ça naît des exemples qui... Oui, on a des sites qui performent vraiment mieux que d'autres. Dans 95% du temps, c'est un directeur de site ou un gestionnaire sur place qui est clairement un leadership fort, puis on le voit pas juste en SST, là, on le voit sur les aspects de qualité, on le voit sur l'opération, on le voit sur à peu près tout. Fait que les enjeux, souvent, c'est ça, c'est de travailler avec nos gens, faire comprendre les étapes pour atteindre le niveau de conformité réglementaire, c'est pas complexe. Faire embarquer la personne puis qui joue un rôle réel de leader, qui va avoir une influence sur son équipe, ça, c'est un défi supplémentaire, mettons. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est pas évident ce bout-là. Moi, j'ai peut-être une dernière question pour toi, Jonathan, avant de fermer le podcast. Si tu avais 3 recommandations à donner à nos auditeurs, justement, qui pour les aider, justement, avec la gestion du changement, les acquisitions, pas nécessairement les acquisitions, mais juste tout ce qui est corpo, puis avoir plusieurs divisions, puis tout ça, ce serait quoi, mettons, 3 recommandations? Il y a l'intention. Je pense que les gens avec qui on travaille, qui réalisent que notre intention, c'est de les aider et non pas d'arriver à implanter un programme dans le but de juste atteindre un objectif, là, puis de faire un check à la fin de la journée. Ça se sent, là, les gens sont intelligents, les gens comprennent quand tu viens les aider versus quand tu viens juste leur imposer des trucs. Fait que l'intention initiale, puis malheureusement, à bien des places, c'est quasiment, je dirais pas une confrontation, une démonstration de force, là, des équipes corporatives. Là, c'est quasiment ça, pareil, à certaines places. Là. Fait que, tu sais, d'arriver, une équipe, je pense, qui SST, qui est à l'écoute de la réalité, en fait, opérationnelle, puis de ces gens, mais aussi des contraintes puis des enjeux là, au niveau de l'opération.
c'est quand même long, là, comprendre c'est quoi qui va avoir un impact sur mon programme SST. Quand moi, ça fait près de 5 ans là, maintenant chez Premier Tech, on a pris près de 2 ans avant de vraiment dire voici ça va être quoi notre programme, parce que il y a tellement une réalité complexe dans l'entreprise, mais aussi, tu sais, les valeurs et la culture d'une entreprise, peu importe laquelle, c'est quoi, il y a moyen de l'utiliser pour accélérer ton processus de déploiement de la SST. Fait que c'est pas rare que tu vois des programmes qui vont à l'encontre, en fait, de fondamentalement des valeurs puis de la culture d'une entreprise. Fait que là, tu te bats pas juste à venir travailler des éléments de prévention pour les implanter, mais tu te bats en plus contre la culture. Fait que une des choses qu'on a faites puis qui a accéléré beaucoup, c'est de dire, quand on a compris les mécanismes, je dirais, puis les boutons là, sur lesquels peser chez Premier Tech qui allaient accélérer, ça a été phénoménal, là, la vitesse à laquelle... Ça a pris 2 ans avant de partir, mais après ça, dans l'année suivante, ça a été un accélérateur absolument incroyable. Fait que ça, première des choses, d'avoir l'intention, à mon sens, qui est là. L'intention, compréhension. Oui, vraiment. De passer beaucoup de temps à avoir cette compréhension-là avant d'aller de l'avant. Tu sais, je pense que tout le monde en SST comprend les enjeux de conformité, comment bâtir un audit, comment l'appliquer. Puis après ça, comment bâtir un plan d'action pour finir par atteindre ce niveau de conformité réglementaire-là. Le développement d'un programme puis d'indicateurs de performance qui va mesurer l'implication puis l'engagement des gens. Je pense que c'est là qu'on s'en va. On a été longtemps on mesure les résultats. Après ça, on commençait tranquillement à mesurer non pas seulement les résultats en termes d'incidents, mais OK, on fait-tu de la formation? On a-tu des actions qui sont proactives? Fait que là, je pense que la prochaine étape, c'est vraiment de s'assurer qu'on vient mesurer concrètement avec des notes, là, être capable de noter l'engagement puis la mobilisation des gens. Puis en utilisant en fait leur intelligence. Puis le troisième, qui est encore un défi à mon sens que je parlais tantôt, c'est est-ce qu'on est capable de s'assurer qu'on touche nos gens en termes de compétences et non pas juste en termes de formation. On est tellement surstimulé aujourd'hui, là, puis je suis pareil, là, on arrive dans une formation, on arrive dans une classe, on est sur notre téléphone en même temps. On écoute à moitié. Ouais, on écoute à moitié. On est habitué que ça roule. À cette heure, on écoute la télé en jouant sur notre téléphone puis en parlant avec quelqu'un. Là. Fait que juste une chose, là, c'est comme impossible. Fait que je pense qu'il faut qu'on se développe une façon de développer de la compétence dans le futur qui va assurer qu'on fait pas juste des checks sur une boîte, mais qu'on change le comportement de la personne. Puis ça, ben, même si on a plein de bons outils technologiques, là, je pense qu'il y a un step back à faire, honnêtement, on a besoin d'être sur le terrain avec le monde, on a besoin de leur jaser, on a besoin de l'appliquer avec eux autres, puis de l'application, ça reste en mémoire. La formation en ligne, c'est super pour certains éléments, mais c'est pas la solution. Puis la réalité virtuelle l'est pas plus. Puis il y a des trucs qui sont formidables qu'on utilise là, concrètement, là, de toute évidence. Mais je pense qu'il faut qu'on remette l'humain de l'avant. En fait, oui, c'est vrai en formation, mais c'est vrai dans un paquet de trucs. Remettre l'humain de l'avant, créer ce contact-là avec. Même chose sur le terrain. Quand on fait nos ateliers de mobilisation, moi, personnellement, là, comme intervenant, c'est incroyable là, ce que j'apprends sur la business locale, sur leurs moyens de fonctionnement, puis comment qu'on peut travailler nos programmes pour atteindre leurs objectifs, puis tenir compte de leur réalité. Dans un monde, honnêtement, où ce que les technologies sont autant de l'avant, où ce que l'intelligence artificielle est mise de l'avant, qu'on utilise, by the way, là, de façon quotidienne pour accélérer justement le développement de nos programmes qui nous permettent d'être sur le terrain. Fait qu'il y a des bonnes choses là-dedans. Mais il faut vraiment s'assurer qu'on est sur le terrain, qu'on parle au monde, qu'on les comprend, mais qu'ils nous comprennent aussi. Communication là, envoyée par courriel, là, oubliez ça, il n'y a jamais personne qui a changé ses comportements à cause de ça. Ben merci pour tes 3 recommandations. Fait que si on résume, là, c'est l'intention, la compréhension, puis s'assurer que les gens sont formés, puis d'aller sur le terrain, puis pas formés, c'est ça, en fait, nuance, de s'assurer qu'ils ont les compétences, qu'ils n'ont pas juste suivi une formation, puis d'aller voir ça sur le terrain avec eux, utiliser l'intelligence artificielle, tout ça, pour améliorer les processus, pour nous permettre d'avoir plus de temps pour être
sur le plancher. Fait que je te remercie beaucoup pour ces recommandations. Fait que c'est ce qui conclut le podcast. Merci à Jonathan d'être venu discuter de tout ça avec nous aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à toutes nos chaînes YouTube, Spotify, Apple Music, LinkedIn, tout ça, TikTok même, on est là-dessus. Fait que n'hésitez pas à vous abonner. Puis si vous avez des sujets, comme on dit à chaque fois, écrivez-nous en privé. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous dans un prochain épisode.